Nous allons commencer avec cette table ronde qui a comme thème tradition orale et processus subjectif. Je vais commencer par présenter nos intervenants. Antoinette Molinier est professeure émérite à l'Université Paris X Nanterre et au CNRS. Carmen Bernon, professeure émérite aussi à l'Université Paris X Nanterre. Nicole Belmont, directeur d'études émérite à l'EHESS, rattaché au laboratoire LAS. Olivier Douville, psychanalyste, maître des conférences hors classe de l'Université Paris X Nanterre et membre du laboratoire Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société de l'Université Paris 7. Pierre-Yves Godard, psychanalyste, maître des conférences à la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université Sorbonne Paris 5. Elisabeth Kaluaracic, psychanalyste, maître des conférences à l'UFR d'études psychanalytiques et membre du laboratoire Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société. Je suis Véronica Valencia, je suis doctorante à l'Université Paris 7, à l'UFR d'études psychanalytiques. Et je fais un master en oralité et anthropologie ici à l'INALCO. Pour présenter la table ronde, en Équateur, comme dans d'autres pays andins, la psychanalyse ne s'est pas intéressée encore à l'étude de la littérature orale. Et les études qui ont été menées sur ces sujets à partir de l'anthropologie n'ont pas encore inclus un abord psychanalytique pour éclairer leurs travaux. Donc l'objectif de cette table ronde, qui est de rassembler des anthropologues et des psychanalystes sous les auspices de l'INALCO et de l'Université Paris 7, est de réfléchir à ce qui peut être l'intérêt et la contribution de la psychanalyse à l'étude de la littérature orale. Pour ce faire, je vais poser des questions adressées aux intervenants ici présents. Je vais commencer par une question qui est assez ouverte, qui est adressée à tous. Donc, comment la rencontre entre la psychanalyse et l'anthropologie, en tant que discipline, en tant qu'objet d'étude, s'est faite pour vous? Et donc, quel a été votre parcours dans ces sens? Ceux qui souhaitent se prononcer peuvent prendre la parole. Olivier Douville. J'essaie de ne pas être trop long, mais c'est une question qui engage beaucoup de témoignages. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, heureusement que ce n'est pas une question abstraite sur la rencontre anthropologie-psychanalyse, qui la plupart du temps était une rencontre prometteuse, mais un petit peu loupée. Mais nécessaire, qui continue d'être nécessaire, bien sûr. Premier niveau de réponse, je vais être très bref. Premier niveau de réponse, puisqu'il s'agit bien de répondre à la question comment c'est fait pour moi. Ma première activité professionnelle, pré-professionnelle à tout dire, c'était mon stage de psychopatho quand je passais le DESS. Je l'ai fait à Dakar. Et c'était l'avant-dernière année d'exercice du professeur Colomb à Dakar, qui lui avait tenté d'abord, instruit par la psychothérapie institutionnelle, avait totalement refondé la psychiatrie là-bas, qui n'est plus une psychiatrie, je dirais, humiliante et carcérale, et qui tentait, en faisant venir dans son service, il n'y était plus, des anthropologues ou des psychologues, bien sûr Zamplény, bien sûr Jacqueline Rabin, d'autres, Norbert Le Guérinel, d'autres encore, Simone Valentin, de comprendre, sans les adapter mécaniquement, les nosologies traditionnelles, d'où la thèse de Zamplény, et tout en restant complètement ouvert à quoi? À cette question des modifications, des subjectivations dans la modernité qui gagnait évidemment Dakar. C'est un service qui avait été
très connu pour avoir réfléchi d'abondance sur les liens entre l'enfant et l'ancêtre. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est plutôt les liens de contagion entre l'enfant et les sorciers. Ce n'est pas la même figure. Tous les travaux, un très très passionnant de rabbin qui a observé sur le terrain et des exemples cliniques plutôt théorisés, tout en observant bien sûr, sur l'enfant qui part et qui revient, l'enfant dit de Cubon, plus tard ça s'est appelé l'enfant ancêtre. Deuxièmement, dans ce service, on était tout à fait, les deux problématiques sont liées, intéressés par la flopée de troubles psychiques qu'on appelle bêtement, je trouve ça très bête, et Colomb n'aimait pas ce terme. Les psychoses puerpérales de jeunes filles après l'accouchement. Et après, la première, moi j'avais 22 ans, c'était en DESS. Colomb m'a confié le soin avec l'équipe évidemment, d'aider une jeune femme qui présentait comme ça des symptômes assez hallucinatoires et confusionnels. Et c'était ma porte d'entrée, en quelque sorte, vers l'anthropologie. Après, ça s'est un peu académisé, mais voilà, j'ai assez parlé sur cette référence personnelle. Voilà. Je vais donner maintenant la parole à Elisabeth Kalaracic. Je vais dire quand même, je commence ma carrière universitaire en sciences de l'éducation. Donc, j'ai été formée à Paris 5. Je suis allée jusqu'à doctorat à Paris 5. J'ai travaillé sur l'éducation informelle, avec une intention de ramener les études de la population qui pratique les techniques pédagogiques traditionnelles. Et tout en travaillant en sciences de l'éducation, j'ai fait toute ma carrière, à peu près plus de 15 ans, je crois, en sciences de l'éducation, en pédagogie et la psychologie, voilà. Et après, j'ai fait un autre parcours parallèle en ethnologie et la préhistoire à Paris 1. Je suis allée jusqu'à maîtrise et j'ai travaillé à un moment donné au Musée de l'Homme. Surtout à un moment donné, on a travaillé pour la rénovation du Musée de l'Homme. Donc, avec ces doubles parcours, tout en travaillant en sciences de l'éducation, j'ai rencontré en premier lieu, pas seulement les enfants, les adolescents qui ont des difficultés, qui ont été un petit peu mis de côté par... sans dire vraiment ils sont symptomatiques ou pathologiques, les enfants qui coincent un petit peu dans le système éducatif, dans 2-3 pays que j'ai travaillé, pas seulement ici au début, mais j'ai questionné justement c'est ce qui se passe chez les enfants, chez les adolescents et même quelquefois chez les adultes. À un moment donné, ça se bloque et la culture donne quelquefois des interprétations, en même temps, ils n'arrivent pas vraiment à saisir le phénomène. Donc, en même temps, parallèlement, j'ai beaucoup étudié, évidemment, en pédagogie, pas trop, mais en psychologie, je travaille quand même sur Freud. Et après, j'ai été très passionnée par Lacan. Donc, j'ai traduit beaucoup de livres dans le pays d'origine, qui est de Sri Lanka. Donc j'ai traduit beaucoup de livres de la psychanalyse, Freud, Lacan, et aussi rédigé pas mal de livres en ma langue maternelle. Et après, j'ai pris mon année sabbatique pour venir en France pour poursuivre encore d'autres études. À ce moment-là, je suis entrée directement à Paris 7 pour faire tout un parcours en psychologie et psychopathologie psychanalyse. À ce moment-là, on m'a obligée de commencer par licence, même si j'avais un doctorat. J'ai dit, pourquoi pas. J'ai commencé avec une licence et puis je suis allée jusqu'à doctorat en psychopathologie et la psychanalyse. À ce moment-là, quand je suis entrée à cette époque-là, c'est le moment où on commence Master 2 recherche. C'est la première année à Paris 7, à l'école doctorale, on a commencé la section, on peut même dire, dans l'école doctorale, on a commencé
le corps, pratique sociale et anthropologie psychanalytique. En doctorat, en mention corps, pratique sociale et anthropologie psychanalytique. C'est le premier groupe, on était premier groupe à peu près 15 étudiants, donc avec plaisir, j'ai commencé ma thèse, en fait, sur ce domaine-là. Donc j'ai travaillé une question qui était, moi je vous dirai pourquoi j'étais intéressée. Déjà, j'étais bien intéressée par l'anthropologie tout en travaillant sur la question de psychologie. Là, j'ai travaillé une question très intéressante à mon point de vue, et si je trouve maintenant c'est quand même éclairant. C'est la question de l'instance qui s'appelle principe de nirvana chez Freud, qui dit que c'est la pulsion de mort, qui régit la pulsion de mort, et le concept de jouissance chez Lacan. Chez les patients que j'ai rencontrés, parce que j'étais déjà psychologue à ce moment-là, j'ai commencé à déjà pratiquer après mon DESS. Donc, j'ai rencontré des patients qui pratiquent les techniques corporelles, spirituelles inspirées du bouddhisme en Occident. Voilà, c'est comme ça que je suis centrée dans la recherche, tout en gardant ma manière de voir l'anthropologie et l'ethnologie. À cette époque-là, c'était l'ethnologie en France. J'ai travaillé avec le roi Grand, avec les personnes à Musée de l'Homme. Il était très vieux à cette époque-là, mais j'ai commencé à reprendre, par le biais de la psychanalyse, ces questions qui sont dans la culture. Il y a des moments où on voit bien qu'il y a la pulsion de vie, en même temps il y a pulsion de mort, qui fait une sorte de tissage et détissage. On ramène vers la vie, on renvoie vers le retour. Donc il y a quelque chose dans les symptômes, dans la pathologie, surtout chez les enfants. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les adolescents dans les banlieues du Nord, dans les pôles des décrocheurs. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Ces pôles des décrocheurs, ça veut dire c'est des adolescents, les élèves qui sont décrocheurs, qui sont absentéistes. Donc, j'ai travaillé dans des centres pour travailler avec les adolescents. Donc, moi, je questionne jusqu'à quel point l'individuel dans le sens de l'individu sujet de désir qui entre en jeu avec les faits culturels. Donc il y a quelque chose d'universel à l'intérieur de ce phénomène culturel. En même temps, il y a quelque chose d'universel dans le sens de l'individu, donc dans la subjectivité. Voilà, c'est comme ça que je suis centrée. Maintenant, on est dans comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le centre de recherche corps, pratique sociale et anthropologie, pratique sociale et médecine, on est CRPMS. Notre axe de recherche qui s'appelle corps, pratique sociale et anthropologie psychanalytique. Donc, je continue mes recherches là avec une équipe de chercheurs qui travaillent ces questions-là. Voilà. Merci. Pierre-Yves Godard. Oui, alors moi, vous m'entendez ? Oui, simplement évoquer, parce que je ne viens pas du tout du côté de la clinique individuelle à l'origine, c'est-à-dire que en fait, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les effets de la culpabilité liée au génocide sur la société allemande après 1945. Ça a donné lieu à une publication chez Plomb qui s'appelle « Le fardeau de la mémoire ». Et j'ai bien été obligé de me confronter avec un objet dont l'anthropologie et la sociologie ne savaient pas se dépatouiller, parce qu'on n'avait que la notion de mémoire collective avec Maurice Alvax, et que la conception de la mémoire collective alvaxienne, eh bien, elle est au fond en forme de puits mnésique, c'est-à-dire que les informations qui ne seront pas retenues, elles ne le sont pas parce qu'elles sont tout simplement considérées comme non pertinentes. Et on était incapable de penser, il y avait une difficulté à penser qu'un peuple pouvait avoir quelques difficultés à évoquer une partie de sa mémoire, justement parce qu'elle était particulièrement douloureuse. Je clôt cette introduction pour dire que après ce doctorat, j'ai eu la chance de devenir l'élève de Marcel Tchermak à l'hôpital Henri Roussel à Sainte-Anne. Et ce qui m'a vraiment conduit à m'intéresser au rapport entre psychanalyse et anthropologie, c'est qu'il y avait des patients, notamment un patient qui était dans le service, qui présentait toutes les caractéristiques d'une psychose, puisqu'il semblait être halluciné et délirant, et que, eh bien, il avait une espèce de délire qui consistait à dire qu'il était persuadé que certaines personnes voulaient absolument lui introduire dans l'anus un tuyau en caoutchouc d'une bouteille de gaz. Et on fait l'entretien clinique avec le psychiatre, et qui lui pose 2 questions après ça, qui lui dit quelle langue parlent vos parents ? C'était un patient d'origine angolaise.
Et le patient répond, bah, ma mère est lusophone, mais mon père, il ne parle pas le portugais et il est issu d'une ethnie loin de la capitale. Et sur ce critère, Tchermak se retourne vers nous et nous dit, bah, je pense que ce patient n'est pas psychotique. Et alors ça, moi... et je me suis dit, d'accord, bon, bah... Et alors, il a commencé à m'expliquer... que éventuellement le lien qui pouvait exister entre l'imaginaire, le symbolique et le réel dans certaines cultures, justement, et on va venir, parce que je trouve que jusqu'à maintenant, on a traité la question de la culture orale ou de la tradition orale en parlant sur un plan qui est le même que celui de la tradition écrite. C'est-à-dire, le collègue qui a parlé de la question de la protection du patrimoine par l'UNESCO a soulevé un paradoxe qui est le même, c'est-à-dire à partir du moment où on intervient et qu'on écrit les textes de la tradition orale, on opère un peu quelque chose de comparable avec ce qui se produit quand on s'intéresse au patrimoine immatériel. Parce qu'il faut absolument cliniquement venir souligner que la question de l'oralité, eh bien, elle suppose un type de rapport à l'objet qui n'est pas le même que dans une société de tradition écrite. Et il y a là quelque chose d'absolument décisif qu'il va falloir qu'on traite ce soir. Voilà. Et je ne veux pas en dire plus pour laisser la parole à mes petits camarades. Oui, je vais donner la parole maintenant à Antoinette Molinier. Merci. Alors moi, je ne vais pas vous raconter ma vie ni faire un curriculum vitae, puisque ma rencontre avec la psychanalyse, elle a été, si vous voulez, induite par les indigènes eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est véritablement le terrain, ce que j'ai pu observer sur le terrain. En l'occurrence, je travaille sur des rituels. Ce sont les gens eux-mêmes qui m'ont poussé vers la psychanalyse. Et donc, je partirai plutôt d'une psychanalyse hors académie, en tout cas pour l'origine de mon intérêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai travaillé essentiellement sur des rituels, d'abord dans les Andes, sur de nombreux rituels, mais ceux qui m'ont beaucoup conduit vers la psychanalyse, c'est d'abord les batailles rituelles qu'on appelle tinku, qu'on pratique en pays aymara, dans la région de Nord Potosi, où on voit s'affronter des moitiés d'une société dualiste, dont le but est véritablement de provoquer des blessés et parfois des morts qui ont une dimension sacrificielle. Il y a dans ce rituel, comme vous pouvez l'imaginer, une émotion telle et un affect tellement fort qu'il y a un certain moment où le bon sens, tout simplement, vous dit qu'il faut aller chercher des outils méthodologiques ailleurs que dans le structuralisme que je pratiquais alors dans un premier temps et qui d'ailleurs a été extrêmement efficace. Et puis la deuxième expérience que j'ai eue dans ce sens, qui est probablement encore plus forte, c'est quand je me suis mise à travailler sur les rituels andalous à Séville. C'est mon deuxième terrain sur lequel je suis maintenant depuis une dizaine d'années et sur lesquels j'ai publié un livre il y a quelques mois. Et là, véritablement, ce sont les Sévillans eux-mêmes qui m'ont indiqué la voie. Vous imaginez bien que personne ne m'a suggéré la psychanalyse, mais il y a si vous voulez, dans les rituels que j'ai observés, il y a une part d'émotion et de répétition. Ces deux caractéristiques du rituel que Lévi-Strauss met en valeur comme l'une des caractéristiques essentielles du rite par rapport au mythe, les affects et la répétition. Et vous savez probablement comme moi ce qu'il en fait, c'est-à-dire qu'il évacue le problème finalement de la place de l'affect et de la répétition. On pourra certainement revenir sur ce plan tout à l'heure, puisque c'est un point, je crois, qui est central. En tout cas, pour ma part, si vous voulez, je ne pouvais pas évoquer je ne pouvais pas évacuer les émotions et surtout les ambivalences que j'ai observées sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous observez les contradictions qu'il y a entre le rituel officiel tel qu'il est organisé par l'Église, par l'orthodoxie, c'est-à-dire avec
un crucifié, une mère aimante, souffrante pour son fils, et que vous avez, en observant les gens sur le terrain, des choses aussi contradictoires que des gens qui trinquent dans un bar avec des tapes passer du vin au passage du crucifié qui sanglant, quand vous avez des gens qui, au passage de la mère douloureuse, me disent « Regarde comme elle est belle, comme elle remue son cul cette année », il y a dans de telles contradictions entre le rite officiel, que moi j'appelle le mythe, hein, puisque c'est un énoncé officiel qui est mis en scène, le rituel que pratiquent les gens est tout à fait en contradiction. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et dépasser, je ne sais pas si c'est dépasser, en tout cas compléter mon analyse structurale par une approche analytique. Et peut-être que j'aurai le temps plus tard de vous expliquer comment je l'ai fait. Là, je veux simplement dire comment ça s'est passé pour moi. Et alors, à la suite de cette espèce d'invitation à la psychanalyse par le terrain lui-même, j'ai eu la chance de participer à un séminaire dans les années, à la fin des années 90, un séminaire au laboratoire d'anthropologie sociale, que Nicole connaît, et où j'ai eu la chance de partager le savoir et les connaissances de Bernard Juillera, à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui, et qui, dans ce séminaire, nous exposions chacun notre matériel ethnographique. On faisait vraiment de l'ethnographie, des choses tout à fait concrètes, et nous avons formé ainsi une sorte de laboratoire expérimental pour voir comment nous pouvions compléter nos données par une analyse psychanalytique. Par la suite, nous avons organisé un numéro spécial dans l'Homme. Enfin bref, plusieurs publications ont été faites. Et j'ai été de plus en plus invitée dans cette voie à poursuivre et à me spécialiser, ou plutôt à essayer de déguiser mes outils pour compléter, je vous dis, mon ethnographie par une approche analytique. Voilà, je pense qu'on verra plus tard comment on peut faire de telles choses. Merci. Vous, donc Carmen Bernand. Je peux ? Oui, bien sûr. Oui, moi je ne suis pas psychanalyste, mais anthropologue et historienne. Je n'ai pas d'expérience personnelle de la psychanalyse, alors que j'ai vécu 25 ans dans la ville de la psychanalyse, c'est-à-dire Buenos Aires. Et en principe, c'était une discipline qui m'intéressait énormément, que j'avais lue, mais bon, vous savez très bien qu'il faut aussi l'appréhender de plus près. Il se trouve qu'en Équateur, comme ça je ferai le lien avec ce qui a été dit précédemment dans la séance antérieure, je suis allée faire une étude de terrain chez des gens qui n'étaient rien. Ils n'avaient pas de jolis costumes, ils parlaient presque plus quechua. J'avais choisi ce qui était le plus anodin. Les gens disaient on nous a jetés comme du vieux papier. Bon. Et ce sont eux, comme personne ne venait dans ce village, ils se sont dit celle-là peut-être elle va recueillir une parole. Et ça c'est la première chose qui m'a beaucoup impressionnée. Ils m'ont parlé des maladies. Et c'est parce que sans arrêt, pendant des mois, et j'ai refait ça ailleurs, ils ne m'ont parlé que de ça, avec un discours. On a la tradition orale qui est du quechua hispanisé, et que je n'ai pas pu ne pas penser à la psychanalyse, puisque les deux structures de la sorcellerie, et il disait bien brujeo en espagnol, était le père, la marâtre et la femme, ou bien deux sœurs, le mari d'une de ses sœurs et une mère. Et donc, à chaque fois, non seulement pour ce qui était de l'envie, mais le terme français est très équivoque, c'est envidia, le regard posé sur l'autre pour le détruire. C'est là que j'ai appris énormément de choses. Et j'en suis restée à l'ethnographie parce qu'on est tenté, mais moi je ne me sentais pas autorisée d'aller au-delà.
et parce que, quelle que fût la maladie, non seulement l'envidia, mais il y avait des maladies, des microbes, tout ce que vous voulez, quand les gens commençaient à parler, ils disaient oui, parce que quand j'avais 11 ou 12 ans, je suis sortie pour faire un besoin naturel, il faisait froid, blabla. Il y avait toujours quelque chose qui s'était passé à l'adolescence. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné également. Donc, ma position est celle-là. Je ne suis pas psychanalyste. Si on a le temps, je donnerai un exemple des phrases que disaient les gens, en tout de même disant pour les personnes qui sont ici que dans leur espagnol, qui est d'une poésie extraordinaire, mais il est truffé de... Il n'est pas correct dans ce sens que c'est du quechua hispanique. Pour moi, il est correct, mais bon, pour quelqu'un de spécialiste de la langue castillane, il est étrange. Le même mot qui veut dire curar signifie guérir, signifie ensorceler et signifie perdre la conscience parce qu'on est ivre. Alors vous voyez que les discours étaient complexes, même pour une personne de langue espagnole comme moi. Merci. Nicole Belmont. Oui, alors, bon, moi non plus je ne suis pas psychanalyste, je suis anthropologue et je ne sais pas, oui, il faut l'appuyer peut-être. J'ai pas... Bon, voilà, c'est voilà. ça. Excusez-moi. Donc, anthropologue de formation et d'une formation évidemment qui, disons à l'époque, était sûrement la meilleure. Bon, vous avez nommé Claude Lévi-Strauss. Bon, en effet, j'ai travaillé dans son laboratoire et de manière bon, assez proche pendant un temps. Et bon, donc j'ai assisté par exemple à tous ces cours du Collège de France sur la mythologie amérindienne qui a donné lieu, enfin, bon, à ces 4 volumes bien connus. Mais je me sentais peut-être attirée par autre chose d'abord, dans la mesure où j'envisageais, bon, difficilement, pour plein de raisons que je n'ai pas à dire ici, d'aller sur des terrains lointains. Donc, je me suis intéressée aux cultures traditionnelles européennes, qui ne faisaient pas l'objet à l'époque d'un intérêt certain, sinon, enfin, sous le nom décrié, donc bon, dénié en quelque sorte de folklore, mais il me semblait quand même qu'il y avait des choses tout à fait intéressantes. Et petit à petit, enfin, bon, ce sont les contes, à chaque fois que dans mes recherches, je pouvais rencontrer ces contes de tradition orale, donc évidemment pas encore passé dans l'écrit, je me sentais très heureuse. Une sorte de bonheur de ce langage du conte. Enfin, j'en ai parlé souvent, mais je crois que c'est que l'expression a quand même une part de vérité. Et alors, effectivement, ces contes, je dirais, sous leur forme, bien entendu, enfin, en excluant bon, les formes écrites, les formes, bon, évidemment données par Perrault, bon, qui est le seul recueil de contes largement connu en France. Enfin, bon, on a son recueil de contes en France, c'est Perrault, mais aussi le recueil des frères Grimm, qui est beaucoup plus important, mais bon, là aussi, bien entendu, qui a subi des réécritures. C'est le sentiment que j'avais, enfin, en lisant ces collectes anciennes, quelquefois encore en archives, bien même de nos jours, ça suscitait en moi un double sentiment, bon, de familiarité et d'étrangeté à la fois.
Et la familiarité, effectivement, provient du passage qui est opéré, donc essentiellement à partir des frères Grimm vers l'enfance, mais à ce moment-là, bien sûr, subissant toutes sortes d'espèces de censure, l'exclusion de nombreux récits, un appauvrissement du contenu et puis surtout une édulcoration puisqu'il s'agit de s'adresser aux enfants. Et quand je suis rentrée un petit peu plus dans l'étude de ces contes, évidemment, essentiellement dans le répertoire français, donc ancien, essentiellement fait par constitué des collectes de la fin du XIXe siècle jusqu'à peu près la guerre de 14. Je me suis aperçue que il y avait là quelque chose qui posait, disons, le problème que je me suis posé en tout premier, c'était le problème de l'oralité première, de ces récits qui, on le sait, étaient donc mémorisés par les conteurs et puis remémorés à chaque fois que il fallait les donner, dans les fameuses veillées. Il n'y avait pas que les veillées, mais c'était vrai que c'était un lieu et un temps propice à ces récits. Et je me suis dit, ce sont quelquefois, en particulier les contes dits merveilleux, des contes très longs, qui peuvent être très longs. Il y a des versions qui ont pu être recueillies en entier, qui sont longues et complexes, avec un héros dont il faut suivre l'itinéraire, avec effectivement des personnages qui interviennent, des passages en des lieux. Un travail cognitif, véritablement de mémorisation et de remémoration au moment de compter. Et je me suis dit, mais comment ça pouvait se passer? Nous qui sommes, nous appuyons toujours sur l'écrit. Et petit à petit, en y réfléchissant, il m'a semblé que, disons, il y a plusieurs années, effectivement, que j'ai publié le résultat de ces recherches, mais je pense que, je suis toujours d'accord avec, c'est que les mécanismes de mémorisation et de remémoration et d'élaboration étaient les mêmes que les mécanismes que Freud a trouvés en ce qui concerne la formation des rêves. C'est-à-dire les 4 instances que je ne vais pas énumérer maintenant. Et effectivement, ça m'a confortée dans l'idée que peut-être, il y aurait quelque chose à voir de ce côté. Et disons, j'aurais peut-être bien d'autres choses à dire, mais pour l'instant, je pense que c'est la présentation première de mes travaux. Et effectivement, à la fois inspiré par Lévi-Strauss, dans la mesure où j'avais quand même dans la tête une littérature orale, qui était évidemment loin de celle des contes européens, mais c'est cette idée que ça avait existé en Europe, qu'il y a un fond comme ça important dont personne ne s'est occupé. Ce n'est évidemment pas Lévi-Strauss qui m'a incité à voir ça d'un œil psychanalytique, mais... On va continuer là-dessus avec une autre question. Parmi vos différentes présentations,
il y a cette idée qu'à un moment donné, dans vos parcours en tant qu'anthropologue, vous trouvez le besoin d'avoir recours à des instruments, à des outils théoriques qui viennent de la psychanalyse pour dévoiler à notre sens. Est-ce que on peut utiliser des concepts, des figures, des références élaborées dans un contexte européen, qui est donc la psychanalyse, pour comprendre et observer ce que vous voyez dans vos terrains? Je pense que c'est un problème qui n'est pas spécifique à la psychanalyse, c'est plutôt un problème, une question que l'on peut poser aux Lumières de manière tout à fait générale. Est-ce que les Lumières et la distance par rapport à l'objet scientifique est une chose évidemment née en Occident? Est-ce qu'on peut l'appliquer à des objets en dehors de l'Occident? Bien évidemment. On peut poser le même problème, la question que vous posez à Freud, on peut la poser à Durkheim. Ou à tout autre anthropologue. Je pense qu'il y a, par rapport à la démarche psychanalytique, quelque chose que je vois dans votre question, qui est une extraordinaire méfiance, une méfiance fondamentale, et en particulier une méfiance qui vient des anthropologues, qui est mutuelle d'ailleurs, je crois, parce que les psychanalystes, de leur côté, ne nous font pas de cadeaux. Et je pense que c'est un peu de la méfiance que de penser que des concepts qui sont élaborés dans une culture ne pourraient pas être exportés, même pas exportés d'ailleurs, ça fait partie de la communauté scientifique générale. Et en ce qui concerne la pratique elle-même, c'est quelque chose qui non seulement ne m'a pas paru gênante, mais qui m'a considérablement aidé à comprendre justement le fonctionnement de la pensée indigène, même si elle est très très loin de ce que nous pouvons penser ou agir en Occident. Bien au contraire, ça vous donne les outils psychanalytiques vous permettent d'éloigner encore plus le regard du structuraliste, mais de l'approfondir dans un autre sens. C'est-à-dire ce regard éloigné qui vous permet de dégager des structures, il est ensuite rapproché de l'objet dans une intimité telle que la combinaison avec le premier devient extraordinairement efficace. Et évidemment, le texte, je crois qu'un des textes fondateurs pour la combinaison de ces démarches, c'est le texte de Freud sur la névrose obsessionnelle et les exercices religieux, hein, qui est tellement fécond pour l'étude des rituels. Et puis, plus près de nous maintenant, peut-être le travail de Green sur la causalité psychique, dont j'espère que nous pourrons parler plus tard, ou dont personnellement je me sépare, puisque Green considère qu'on ne peut pas combiner justement les méthodes structuralistes et psychanalytiques, ce que pour ma part, je pense tout à fait possible. Voilà, j'essaye d'être le plus bref possible sur un problème qui est vraiment qui est immense. Merci. Pierre Ganda. Oui, moi je voudrais dire que le fait de savoir si on peut utiliser la psychanalyse ailleurs qu'en Europe, ça me paraît un débat qui n'a aucun intérêt, dans la mesure où il y a une dimension d'universalité, il n'y a pas de société qui ne soit constituée par des vivants qui sont des par-l'être et qui parlent. Et comme il n'y a pas de société sans phénomène religieux, et il n'y a pas de société sans prohibition de l'inceste. Donc la question qui se pose à nous, et je crois que ce soir c'est vraiment important de la traiter, c'est Lacan disait de manière extrêmement, je dirais sauvage, que la psychanalyse n'était pas une science de l'homme, et évidemment l'anthropologie qui prétendait en être une, ça a contribué aussi à creuser le fossé entre les deux. Mais je crois que c'est absolument... je proposerais même de dire que la psychanalyse et l'anthropologie, c'est la même discipline. Ouais. Et qu'il y a une dimension tout à fait fondamentale, c'est que l'homme, effectivement, il est manquant du fait qu'il parle. Et je voudrais illustrer ce que c'est que l'oralité en empruntant
un exemple que je tirais de l'intervention de ma collègue à droite, puisqu'elle a parlé d'aiguiser ses outils. Et je lui ai demandé en aparté si elle avait dit déguiser ou déguiser. C'est-à-dire, est-ce qu'elle les avait affûtés ou est-ce qu'elle les avait dissimulés, sachant que dans le milieu des anthropologues, eh ben, quand on utilise ce genre d'outils, on se prend généralement une volée de bois vert. Ça, je peux vous le promettre, à Paris 5, mes collègues, boum. J'ai répondu que la principale difficulté que j'ai rencontrée dans ma méthode pour appliquer cette méthode de psychanalytique à mes matériaux de terrain venait de mes collègues, en effet. Ouais. Et que ce qui est extrêmement important, c'est que dans l'oralité, justement, il faut qu'on ne perde pas de vue que l'écrit, c'est toujours une tentative de fixer les choses et que dans l'oralité, il y a une plasticité, il y a une équivocité qu'on ne retrouve pas nécessairement et que la culture de tradition écrite, et d'ailleurs, c'est un des problèmes de l'anthropologie parce qu'elle fait de l'ethnographie, c'est-à-dire que l'application de la méthode structurale, c'est venir, et là l'école française issue de Durkheim et de Mauss porte une lourde responsabilité, c'est qu'on fait toujours appel à une espèce d'intellectuel collectif où on va écrire des tableaux, des catégories symboliques qui seront celles soi-disant des peuples qu'on étudie, et on vient les réifier par ce biais-là. Et c'est un vrai problème, parce que dans l'oralité, il y a une plasticité qui est tout à fait enrichissante, qui est tout à fait fondamentale, et qui fait qu'on peut parfaitement concevoir la possibilité d'innover, qu'il y a une place pour l'histoire, qu'il y a une place pour des acteurs qui prennent des décisions, qui inventent de nouvelles méthodes, qui inventent de nouveaux outils, et qu'il n'y a pas cette espèce d'intellectuel collectif qui serait uniquement à apparaître au niveau du mythe. Et pour illustrer un peu ce que c'est que l'oralité, je dirais que dans toutes les langues, il y a des choses impossibles à traduire et que j'ai prévenu la traductrice avant de parler, parce que quand je vous dis par exemple « Ève dit à Adam, passe-moi ta brosse à dents », eh bien, elle va avoir beaucoup de mal à vous le traduire, ça. Ou quand je dis « il n'avait pas la main pure », vous ne savez pas si je parle de son âme ou de sa main. Et il y a un seul exemple où on écrit une phrase et où néanmoins l'équivocité subsiste, c'est la phrase en français qui consiste à dire « la vieille porte le masque ». Et même en l'orthographiant, vous ne pouvez pas trancher. Vous ne savez pas si c'est une vieille qui fait la gueule ou si c'est quelqu'un qui est masqué par une vieille porte. Et donc, l'inconscient, il fonctionne comme ça. Et dans une culture de tradition orale, eh bien, ce qui fait référence, il y a des sons qui sont combinés. Ce qui fait référence avant tout, c'est une image, puisqu'il n'y a pas la lettre au sens où on l'entend. Et donc, il y a là une plasticité, un rôle de l'imaginaire qui est tout à fait décisif. Et je crois que ça joue un rôle tout à fait important du côté des pratiques thérapeutiques et des rituels thérapeutiques, et notamment de l'effet tout à fait, ce que Lévi-Strauss a appelé l'efficacité symbolique, mais en fait qui est une manière, à mon avis, qui n'est pas très bonne de nommer l'affaire, c'est plutôt du côté de l'imaginaire qui a un efficace. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... J'irais même jusqu'à proposer de débattre de la formule suivante. Dans une culture de tradition orale et dans une culture de tradition écrite, on n'a pas le même corps. Elisabeth Kaleracic. Oui, je voulais juste reprendre deux idées qui étaient déjà présentées parce que, comme vous avez dit, recours à la psychanalyse, moi je dirais, je partage avec l'idée parce que vous savez, une fois la psychanalyse a commencé, c'est déjà commencé à questionner quelque chose qui vient de la culture. Hein. Au moment où l'enfant commence à parler, déjà, il y a la culture qui entre en jeu. Hein. C'est ça l'oralité en fait. Hein. L'oralité, ce n'est pas simplement le corps en tant que chair. Au moment où l'enfant lâche les mots, hein, qui prononce les mots, qui commence à entendre les mots, qui commence à partager ou de dire les phonèmes, là, bas, bas, vous savez, c'est tout ça. Ça vient avec n'importe quelle langue, on commence comme ça. Hein. À ce moment-là, il y a quelque chose de ce plaisir que l'enfant gagne. Ça a un rapport avec le corps, en même temps, ça a un rapport avec ce qui se passe dans la culture, avec un style différent. Mais le style différent n'empêche pas de vivre en tant qu'être humain qui parle. Un être humain qui parle avec un style différent, mais c'est le même être humain qui parle. Dans ce sens-là, Lacan a dit, évidemment, Lacan a dit l'anthropologie psychanalytique, ça n'existe pas. Bon, ça veut dire, la psychanalyse en tant que telle, c'est l'anthropologie en même temps. Donc, ce n'est pas la peine de dire anthropologie psychanalytique. Nous, on sait très bien, à Paris 7, on dit, bon, quand on dit anthropologie psychanalytique, on est en train de dire
ajouter un mot de plus pour ne rien ajouter, quoi. Hein, ça veut dire la psychanalyse en tant que telle, qui commence à dire déjà il y a l'ontogénèse, l'individu et le collectif qui vient aussi, qui joue le jeu avec l'idéal, avec tout ce qui se passe chez les êtres humains, une fois quand ils commencent à vivre en tant qu'un être qui parle, un être de la culture. Là, juste quelque chose comme vous avez dit, justement, c'est ça, je crois, qui est très intéressant dans un séminaire ou un colloque qui parle de l'oralité et la tradition orale, avec la question de patrimoine. Moi, ça a été très étonné d'entendre en même temps, et aussi avec plaisir que j'ai entendu l'intervention de, comment il était, qui a parlé de l'UNESCO. Florencio Delgado. Voilà. Hein? Donc, c'était très intéressant parce qu'au moment où la tradition orale, comme on dit un proverbe, la langue n'a pas d'os à l'intérieur. Donc, vous pouvez bouger comme vous voulez. Hein? Donc, hein? Oui, parce qu'il n'y a pas, parce que c'est tellement souple, on peut tourner de 4 sens. Donc, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Chaque conte est ramené par un conteur. Il ajoute avec sa propre singularité des fantasmes et des choses de style de la culture aussi. Il amène le style de la culture. J'entends une histoire, je ramène. Et je raconte autrement avec son propre chose qui vient de l'intérieur. Donc, la langue, c'est quelque chose comme ça, comme vous dites, malléable, souple, on peut changer. Au moment où on dit que c'est un patrimoine, on le fixe, ça veut dire comme quoi on a mis dans la tombe. C'est presque mort, comme relique en fait. Comme ça fait un relique, on ne peut pas progresser. Ça s'arrête le progrès. C'est ce qu'il a donné comme idée, moi, je trouve, psychanalytiquement parlant, c'est tellement intéressant. Moi, je prends un tout petit cas d'un enfant que j'ai rencontré en clinique. C'était une mère qui vient de Philippines et un père qui vient de Pakistan. Donc, je rencontre ici dans un CMPP. L'enfant a des grandes difficultés. Il ne parle pas, il joue le stéréotypé avec les robots, il est en train de tuer sans arrêt les gens dans ce travail de jeu. Hein. Bon, on cherche à comprendre ce qui se passe, voilà. La mère n'avait pas le droit de parler avec l'enfant avec sa propre langue. Hein. Le père a interdit de parler la langue philippinoise, elle avait une dialecte. Elle n'avait pas le droit de chanter les berceuses, elle n'avait pas le droit de parler avec l'enfant avec sa propre langue. Vous voyez, il y a quelque chose qui est coincé chez cette mère. Tout ce qui venait de son propre intimité de corps et le désir, cet amour, qui est allé, justement, qui n'a pas pu avoir le contact avec l'enfant. À ce moment-là, on se pose toujours la question, jusqu'à quel point c'est important cette langue parlée par la mère, hein, même si ce n'est pas écrit. C'est pour l'enfant, c'est important de situer dans cette lignée, hein, le lien dans la famille, vous voyez. Merci. Oui, Carmen Bernon, s'il vous plaît. 2 minutes. Pour l'universalité de l'anthropologie et de la psychanalyse. Je vais donner un exemple qui va vous paraître un tout petit peu brusque, mais je pourrais le corser. Moi, je suis historienne aussi, et je suis frappée par le fait qu'il y a un certain nombre de cas qui seraient traités ou par la médecine ou par la psychanalyse ou par l'anthropologie qui ne changent pas, même si les infrastructures, les superstructures, tout ce que vous voulez, changent. L'exemple le plus facile est celui de l'œil qui tue. On le trouve dans Pline l'Ancien, donc ça fait déjà plus de 2 millénaires, qu'il explique. Il ne dit pas simplement mauvais œil et passe à autre chose. Il explique comment. C'est exactement la même chose qu'on trouve aujourd'hui en Sardaigne, que j'ai trouvé à Pindilig en Équateur, qu'on trouve en Espagne, etc. Et donc il y a des choses parce que tout le monde, personne ne peut expliquer pourquoi c'est moi qui suis malade et l'autre il est bien portant. Et ça, aucun médecin peut l'expliquer. Et donc à partir de là,
on a une configuration qui fournit une explication, qu'elle est comme elle est, mais bon, que nous devons accepter. C'était tout ce que je voulais dire. Nicole Belmont. Oui. Je voudrais aussi revenir sur cette opposition dont vous parlez entre individuel et collectif, et que chacun se partage son domaine strictement et qu'il ne faut pas passer la frontière. Mais il n'y a pas de frontière. Alors, il n'y a pas de frontière dans la mesure où, par exemple, pour revenir toujours à ce sur quoi je travaille, les comptes, quelqu'un qui a un conteur raconte un conte, quelqu'un le racontera à son tour comme il l'a entendu et non pas comme il a été dit. Et à ce moment-là, l'individuel pénètre de façon subtile, dans un récit qui est considéré comme collectif, mais qu'il est en effet, mais à chaque fois, chaque individu a le pouvoir de le modifier, d'y apporter effectivement ce qu'il a entendu, c'est-à-dire ce qui répond à ses propres problèmes psychiques et à ses difficultés. Alors, reste ensuite, évidemment, la possibilité que cette légère inflexion soit racontée à son tour ou pas. Et donc là, il y a tout le problème, effectivement, qui a disons, fait beaucoup de bruit pendant longtemps, de la tradition immuable et de l'invention. En fait, tout se passe en même temps. Olivier Douville. Quelques mots rapides. Oui, débarrassons-nous de cette idée que la psychanalyse naît dans un certain moment d'histoire de la pensée, dans un lieu, ce qui est universel ou pas. Je crois que c'est vraiment pas une question très, très stimulante. Mais ce qui est à noter, c'est que quand Freud met les autres au travail, lui est au travail, met les autres au travail, il y a un appel vers l'ailleurs, un appel vers l'ailleurs qui est très important et qui est tissé, qui est tissé de navette avec une préoccupation sur l'actuel. C'est-à-dire que Totem et Tabou ne se comprend pas, le texte de 12-13 ne se comprend pas sans celui qui le précède 4 années auparavant sur la nervosité moderne. C'est pas tout d'un coup que la psychanalyse va devenir une espèce d'exotisme. Ça, je crois que c'est le premier point. Alors, évidemment, il y a eu le grand débat autour de l'universalité de l'Oedipe, qui a été très mal posé. Parce que l'Oedipe, c'est pas une question universelle, c'est savoir si c'est international. C'est pas pareil, universel, c'est une catégorie logique. Puis on a essayé de voir si c'était international. Alors, mais il y a un passage très drôle, c'est que Gezaroheim profite de la moitié de des finances de Barry Bonaparte, qui finance de l'autre côté l'expédition de Malinowski. Voilà quand même quelqu'un qui avait le sens du partage. Et alors, quand il arrive à Port Moresby, Roheim écrit à son analyste, je leur demande des rêves, mais ça ne marche pas. Parce qu'ils ne me parlent pas de leur culture dans les rêves, ils rêvent de moi. Et je trouve ça absolument étincelant. Pour montrer que la question de la place de l'autre dans le transfert, c'est pas une spécialité viennoise ou européenne. Quant à Lacan, c'est autre chose. Lacan, c'est quelqu'un qui se porte à la hauteur des savoirs de son temps et qui, évidemment, trouve dans le magistère de Lévi-Strauss, voilà, avec cette espèce de passage Boas, Jacobson, Lévi-Strauss, puis c'est Jacobson qui fait lire Boas à Lacan, et ça trouve quelque chose qui lui importe sur la question du signifiant. Mais sans doute que là où Lacan et Lévi-Strauss se rejoignent beaucoup plus, c'est après leur rupture. C'est-à-dire dans la topologie que met en place Lévi-Strauss un petit peu, et y compris dans La Petière Jalouse, et c'est pas la même. Bien sûr, c'est pas la même. Mais il y a un passage du structuralisme à la topologie chez l'un comme chez l'autre. Voilà. Ouais. C'est ça qui m'importe. Et peut-être que c'est l'outil topologique qui permet même si c'est pas celui qu'on utilise, c'est pas celui de Lévi-Strauss, c'est pas l'usage de la formule de Klein, on est bien d'accord, et de sa projection sur une surface. Il y a quand même là quelque chose qui nous importe.
Alors, c'est ce que disait Lacan qui semble très radical, mais c'est une façon de saluer Foucault, que la psychanalyse, l'anthropologie s'intéresse à l'homme et que la psychanalyse s'intéresse à ce qui manque à l'homme. Je pense que la définition est tout à fait recevable pour la psychanalyse, je la trouve très très abrupte, un peu aussi pour l'anthropologie. Je ne suis pas si sûr de ça. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Voilà. D'accord. Donc, nous avons vu que la psychanalyse, non seulement elle permet d'expliquer, d'émettre des mots à un moment donné, pour pouvoir rendre compte d'un fonctionnement que l'autre discipline, l'anthropologie ou l'éducation, ne permet pas. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'inversement, l'anthropologie ou les sciences de l'éducation peuvent avoir des incidences dans la pratique d'un clinicien ? Oui, une pratique psychanalytique ou clinicien. Oui. C'est au clinicien à répondre. Oui, Oui, je vais peut-être prendre, juste pour dire... Tu vas, Elisabeth, tu vas ? Non, mais vas-y, si tu veux parler, parle. C'est pas comme tu veux. Oui, donc je vais peut-être prendre... ça va être utile dans quel sens? Moi, je dirais... Bon, Freud a bien dit qu'un psychanalyste doit savoir un petit peu voyager dans toutes les disciplines. Parce que, évidemment, un sujet qui vient vers nous, il est baigné dans la culture. Hein. C'est quelqu'un qui parle. Déjà, si c'est un enfant qui ne parle pas, qui est presque mutique ou autre chose, il a quand même déjà un bagage de symbolique, signifiant, qui vient de chez lui. On le voit. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est déjà baigné dans la culture, avec ses propres désirs, qui vient vers nous. Dans ce cas-là, pour travailler avec un patient, mais en tant que clinicien, et après on va voir comment dans les recherches ça nous aide aussi à comprendre. Par exemple, on reçoit les enfants, moi je donne un tout petit exemple parce que je travaille beaucoup avec les enfants et adolescents, parce qu'il y a un fantasme de héros, par exemple, hein, ce qu'on entend en ce moment beaucoup sur les adolescents, parce qu'ils viennent avec une sorte d'héroïsme fantasmé. Donc on comprend bien que ces fantasmes ne sont pas vides. Il y a quand même des éléments de la culture, il y a des signifiants qui entrent en jeu chez les adolescents. Ils fantasment son héroïsme par quelle manière? Peut-être il ne restera pas dans les jeux vidéo. Il va aller se soutenir avec les éléments de la culture pour ramener son fantasme vers la réalité. Vous voyez, dans ce cas-là, il faut quand même comprendre comment situent ces éléments fantasmatiques qui est... On voit bien dans un fantasme, quand il nous raconte ces histoires, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est manifeste. Hein? Ces contenus manifestes ont à l'intérieur quelque chose de son désir. Dans ces contenus manifestes, on arrive à saisir quand même comment il regarde vers l'idéal de la culture, comment il reste à l'intérieur comme plaisir de vivre ou de mourir, vous voyez. Tout ça, c'est dans les enjeux qui viennent de la culture. Chaque culture a un style de vie en même temps. Ça veut dire avec un style de l'idéal. Hein. C'est pour ça que je dis, pour un clinicien, il vaut mieux aller quand même chercher les éléments qui expliquent par la science de l'éducation, ethnologie ou anthropologie, même littérature, qui va être très intéressant pour un clinicien. Merci. Pierre-Yves Godard. Oui. Oui, moi je voulais simplement... Après, c'est moi. Hein. Oui. Très bien. Répondre à Olivier sur sa remarque. Je crois que le fait que l'anthropologie elle a affaire à un homme manquant, c'est exactement la même chose que pour la psychanalyse. C'est-à-dire que c'est la question de l'objet. C'est-à-dire qu'il faut absolument ne jamais perdre de vue que c'est justement la subjectivité, elle suppose la perte de cet objet et que la perte ne s'organise pas de la même manière dans une société de tradition orale et dans une société de tradition écrite. Et que ça, il faut le rabâcher. Et ça permet aussi d'éviter le débat dans lequel on s'est embourbé pendant des années sur la question de la mentalité primitive, sur le prélogicisme. C'est-à-dire que tout ça, ça ne tient pas la route. Vous allez chercher quelqu'un au fin fond de l'Amazonie, vous le formez à l'écriture et aux mathématiques, il peut très bien devenir un grand physicien. Je veux dire, en revanche, et il faut faire la... Ils sont devenus... Il en a les moyens. En revanche, effectivement, quand vous avez affaire à une société où il n'y a pas d'écriture, eh bien, il y a un certain nombre d'opérations qui sont plus difficiles et qui supposent qu'effectivement, la science occidentale, eh bien, on ne peut pas l'envisager sans une société de tradition écrite.
Et je crois que ça fait une grosse différence. Olivier Deauville. Alors, je fais un petit retour en arrière sur le dispositif, etc. Bon, soyons clairs. Le dispositif analytique, c'est la règle fondamentale. C'est aussi simple que ça. Donc, la question, elle s'est posée pas tellement aux analystes, mais disons aux gens qui travaillent. C'est une question importante parce qu'on est submergé de cette question dès qu'on travaille en psychiatrie. Voilà. Mais l'ethnopsychiatrie, c'est pas l'ethnopsychanalyse. C'est quand même assez différent, faut voir. Alors, d'autre part, moi, c'est assez différent. C'est-à-dire que, à moins d'en revenir à une conception très psychologique du moi, où le moi est capable de mécanismes de défense qui tous ont une coloration culturelle plus ou moins déterminée, ce qui bon, ça avance pas, on n'avance pas beaucoup avec ça. Et l'autre point, je veux dire, c'est que moi, je me méfie beaucoup de l'effet de massification de certains mots, comme le mot culture. Parce qu'on peut parler de la culture, mais de là à définir un profil de personnalité, je crois qu'on va trop vite. J'aurais beaucoup de mal personnellement je comprends très bien quand je vais au lointain, et ça m'arrive assez souvent, qu'on dise il est français, il est de culture française, mais j'aurais beaucoup de mal à dire de moi-même que je suis représentant de la culture française. Ça voudrait, pour moi, ça voudrait strictement rien dire, ou dire, bon, c'est pas comme ça. Il ne faut pas essentialiser la culture, ça c'est clair. Voilà. En revanche, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est une convention qui sert de modalité de répartition de la jouissance. Mais bien sûr, bien sûr. Si on peut le dire comme ça, c'est un peu rapide, mais ok, c'est ce qu'a voulu faire Lacan en particulier avec cette théorie du discours. Je suis bien d'accord. Non, mais enfin, je dis une vieille banalité qu'il est peut-être salutaire de rappeler, c'est qu'il n'y a pas un inconscient français, un inconscient malgache, un inconscient... Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, effectivement, on peut voir ce qui, dans le dispositif culturel, relie corps, parole, objet et lettre. Absolument. Voilà. C'est ça. Absolument. Bon. Mais nous avons une sorte du particulier, mais à un point où le sujet, ce n'est pas l'isolé. Le sujet, ce n'est pas isolé, c'est le collectif au singulier. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par collectif? Est-ce que c'est assimiler la culture des mécanismes de défense? Je crois qu'on va dans le mur, c'est pas ça. Et qu'on peut considérer qu'on pourrait travailler sur ce quadripode que je reprends de ce que tu nous as proposé. Absolument. Antoinette Molinier. Oui, non, je voulais simplement m'étonner un peu de la répartition, de la scission que j'entends tout le temps ici entre culture écrite et culture orale, comme si c'est une chose qui allait de soi. Et alors on pourrait faire de la psychanalyse sur des cultures orales, mais pas sur des cultures de tradition écrite. Alors, c'est ce que j'ai un peu entendu. Ah non, pas du tout. Personne n'a dit. Non, au contraire. Au contraire, justement. Jamais. Alors j'ai mal. Oh non, non, non. Ça doit être un lapsus auditif. Ah, mais non. Non, mais ça ne va pas être écrit. Non, non. Oui, s'il y a un universal inconscient, ça veut dire que c'est valable pour Et en plus, ce que nous apporte Jacques Boudy dans La raison graphique, c'est justement, c'est pas une césure manichéenne. Il y a des tas d'étapes intermédiaires où... Non, mais j'ai entendu ça quand même. Écoutez, alors, c'est à l'insu de notre plein gré, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on a dit. Elle est juste de ta bonne volonté. Voilà. Bon, mais tu me rassures. Peut-être qu'on peut du coup lancer la question, qu'est-ce l'oralité dans la pratique clinique? Au pied du mur. La parole du... Non, mais moi j'aurais une question à ma voisine sur la question... à mes deux voisines, sur la question de l'interprétation des rêves. Est-ce que le fait que ça soit des rêves qui sont produits dans une société de tradition orale, ça diffère de rêves qui seraient produits dans une société de tradition écrite? Parce que quand même, dans l'interprétation des rêves, la lettre joue un rôle extrêmement important. Oui. Bon, vas-y, toi. Oui. Après, Nicole Belmont. Moi aussi, je voudrais intervenir. Très rapidement, le matériel de... Le micro, s'il vous plaît. Pardon, oui.
le matériel auquel fait appel les images du rêve sont évidemment différents selon les cultures, bien entendu. Il y a des choses qui, des rêves qui ne peuvent pas se produire chez les Guayakis, de la même façon que chez des enfants parisiens ou même des adultes parisiens. Mais je crois que de ce point de vue, mais enfin, la méthode analytique reste quand même la même, enfin, à partir évidemment d'un matériel qui effectivement relève de la culture. Enfin, il me semble que c'est comme ça que je pourrais vous répondre, mais Carmen avait aussi... Oui, non, mais je vais un tout petit peu dans ton sens, parce que j'ai recueilli des rêves, effectivement, de personnes qui ne connaissaient rien à la psychanalyse. Mais dans toute la région andine, il y a la croyance dans des maîtres de montagne et des montagnes qui s'affrontent. Et j'avais été très impressionnée parce que c'était le ton, les mots qu'elle utilisait. Cette femme, elle était guérisseuse traditionnelle avec des animaux, comme on a vu. Et alors, elle avait fait un rêve avec où, comme dans les récits oraux, il y a une incarnation de cette montagne qui arrive. Et alors, les termes étaient d'un érotisme tellement fort que ça m'a étonnée, parce que ce n'était pas le genre de conversation normale. Mais elle m'avait raconté ça, et donc il y avait des mots qui revenaient, très intimes. Et donc, par exemple, ça, c'était vraiment un rêve qui aurait pu être un rêve occidental, mais pas la montagne, autre chose. Mais je ne voyais pas tellement de différence entre les rêves freudiens. Alors, il y avait aussi, j'ai oublié parce que je n'ai pas apporté, tout ça, c'était un peu vieux, mais il y avait des mots qui venaient à la place d'autres, et tout ça, c'était fantastique. Moi, je voudrais dire... Oui, Antoinette Molinet. Oui, je voulais dire quelque chose. Je pense qu'il est effectivement probablement très intéressant d'étudier les rêves des populations chez qui nous travaillons, mais je voudrais suggérer une autre prise en compte des rêves. Ce serait de voir dans l'ethnographie, dans le fonctionnement de la culture que nous observons, ce qui peut être considéré comme des rêves, pris comme des rêves dans la méthode psychanalytique. Je m'explique. Pour ma part, dans l'étude de mes rituels, je me suis surtout concentrée sur ce que j'appelle les marges du rite, hein. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas prévues par l'orthodoxie et qui sont comme des lapsus, des oublis et des rêves. Il y a des moments dans les rituels, en particulier en Andalousie, où c'est même pas que... théoriquement, vous pouvez considérer ces actes comme des rêves, c'est que vous avez vous-même comme ethnographe l'impression de rêver. Il y a un véritable transfert qui se fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des manières de violer la Vierge à travers son rapt en sautant la grille de la chapelle dans laquelle on observe des rituels. Il y a des mots que vous entendez dans la rue qui sont adressés à la Vierge ou au Christ, qui peuvent être considérés théoriquement à la place du rêve chez Freud. Et les traiter comme tels vous permet d'avancer. Donc ce que je veux dire, c'est pas simplement le rêve des primitifs qui peut nous intéresser, c'est tout ce que chez eux nous pouvons traiter comme des rêves pour arriver à un inconscient informatif. Vous voyez ce que je veux dire? Par définition, jamais. Olivier Douville. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec une anthropologue qui s'appelle Pascal Apsy, voilà, sur un énorme corpus de rêves qu'elle a glané d'une part à Potosi, qu'elle a glané à Potosi d'une part chez les mineurs et d'autre part chez les prostituées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une trame un petit peu obligatoire du rêve, qui est la rencontre avec le maître de l'initiation, qui est le même, c'est le Thio, le diable, mais... et que ces rêves sont utilisés.
ces rêves sont utilisés, c'est-à-dire qu'être visité par un tel rêve confère une certaine dignité à la personne du rêveur. Donc nous sommes peut-être une des rares sociétés qui est repassée par la psychanalyse pour accorder une place au rêve. Et très rapidement, peut-être une façon de reprendre les doutes précédents. Parmi les patients qui viennent dans mon cabinet d'analyste, j'ai un patient qui est Bambara du Mali, et une partie de sa famille est griot. C'est-à-dire qu'il raconte des choses absolument extraordinaires. Et assez souvent, lorsqu'il fait un rêve, il découpe la séance, il pose son corps de façon très différente. C'est-à-dire qu'il commence toujours, s'il a fait un rêve qui lui semble important, par une prière un peu aux anciens, aux ancêtres. Là, il est debout. Puis il me dit qu'il a une méthode à lui d'interpréter les rêves, qui est au fond un dictionnaire des rêves Bambara, qui ne s'applique pas mécaniquement. Il faut tisser les significations. C'est un travail de tisserand, ce n'est pas une application mécanique comme le voulait Jung. Il faut tisser. Et ça, il le fait dans le fauteuil. Et ensuite, la règle freudienne, il s'allonge. Ce n'est pas du tout un truc que je lui ai dit de faire. Je ne lui ai pas dit, vous avez parlé debout, assis, allongé. C'est sa façon qu'il a eu d'utiliser l'espace du cabinet de psychanalyste à Paris. Voilà, une petite anecdote. Si j'avais pensé qu'a priori, comme il était Bambara, il ne pouvait pas bénéficier d'une rencontre avec quelque chose de son inconscient en ma présence, j'avais pas vu. Et aussi, je pense qu'il faut considérer aussi tout le travail avec le patient, parce que si un seul rêve, est-ce qu'on peut donner une interprétation en tant que telle, n'importe quelle personne, mais il y a un style quand même, mais il y a une histoire aussi qui se tisse en même temps à partir des rêves des patients. Oui, mais je crois qu'il est extrêmement important d'insister sur le fait que le rêve, c'est quand même toujours le produit du travail de l'inconscient d'un sujet. Oui. Et qu'il y a une coloration culturelle, notamment les travaux de Laure Murat, L'homme qui se prenait pour Napoléon, sont tout à fait intéressants. Là, il ne s'agit pas de rêve, il s'agit de thèmes délirants chez des grands psychotiques. Et elle montre comment, en fonction de l'histoire, juste après la Révolution française, la guillotine intervient beaucoup dans les rêves, et aussi dans les thèmes délirants, et que beaucoup de patients, parce qu'elle a travaillé sur les archives des hôpitaux psychiatriques et des asiles, beaucoup de patients se prennent pour Napoléon quand ils ont un délire de grandeur. Donc je crois que c'est important d'insister sur le fait que la culture ou que les thèmes culturels peuvent avoir le statut de reste diurne, mais que c'est jamais ça qui permet d'expliquer le travail du rêve. Le travail du rêve, c'est toujours le travail d'un sujet, et un sujet dont la subjectivité dépend de la manière dont s'est organisée la mise à distance de l'objet. Très vite, il y a les thèmes culturels, puis il y a aussi les moments de construction d'une écriture symbolique dans la culture. C'est-à-dire qu'au moment où le grand truc, c'était de démontrer la quadrature du cercle, l'Académie des sciences a été envahie de mémoires complètement délirants, qui restent du reste à lire et à explorer. J'en ai vu certains, c'est assez croquignolet. Mais aussi au moment où il y a un état d'avancement de l'écriture d'un savoir, ça pousse et à l'élaboration onirique et à l'élaboration délirante. C'est intéressant de consulter ces archives. Nous allons maintenant donner place à un échange avec le public. Donc, pour celles qui ont des questions à poser, vous êtes invités à le faire maintenant. Autrement, on continue. Non. Non, ça va être difficile. Voilà, il y a quelqu'un. Je voudrais profiter du fait, c'est le monsieur qui vient de parler, sur je ne connais pas bien la psychanalyse, je suis ethnologue, mais bien, et je suis plutôt spécialiste sur la tradition orale. Mais et j'ai travaillé un peu sur les rêves. Ethnologue aussi, hein. Oui, bon, d'accord. Mais ma remarque porte sur ce que vous venez de dire, sur le rêve comme un produit de l'inconscient de l'individuel. Oui. Parce que dans les pays andins où on travaille,
si bien c'est peut-être vrai ce que vous venez de dire, la façon d'interpréter les rêves de la part des membres de la culture ne traite pas ces rêves comme produit de l'inconscient de l'individuel, plutôt comme un produit collectif. Mais vous avez tout à fait raison, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça informe le collectif. Oui, non, mais vous avez raison, c'est-à-dire que la lecture, mais ce n'est pas une véritable interprétation, là, une interprétation psychanalytique, c'est une lecture du rêve qui se fait selon un schéma culturel. Hein. Mais ça existe. Oui, bonjour. Je reprends là-dessus. Moi, je trouve justement que la psychanalyse, enfin, je la connais peut-être pas suffisamment. J'ai plutôt tendance à connaître Freud et j'ai rejeté Lacan il y a très longtemps. Ça vous passera. Voilà, il y a peut-être un retour. Le retour. Et donc, moi, j'estimais justement qu'il y avait un aspect très culturel, trop, alors c'est parce que je ne connais pas, hein, un aspect très culturel. Par exemple, je pense à toute la religion chez Freud. On est dans le cadre des monothéismes, du monothéisme occidental, enfin d'origine orientale mais occidentale. J'ai du mal. Moi, j'ai travaillé sur des rêves dans la Cordillère des Andes aussi, en Équateur en l'occurrence, et j'ai du mal à projeter Freud, enfin ces analyses-là sur les rêves ou les rituels même que je vois. Je pense je vois des lynchages. Vous parliez des luttes rituelles. J'ai du mal à projeter. On a tué le père, etc. Et il y a des relations de parenté aussi qui ne sont pas les mêmes. Nous, on a un concept des relations de parenté qui ne peut pas s'appliquer dans les communautés andines. Voilà, alors eh bien, Rosillo, oui, parce que là, c'est amusant. Rosillo, évidemment, la violence est telle que, bon, deux mots. On est en plein rêve aussi. Deux mots. Oui. La première chose, c'est il y a sans doute un rapport entre monothéisme et tradition écrite qu'il faut absolument creuser et analyser. Première chose. Deuxième chose, eh bien, le détour par Lacan vous permettrait d'avancer beaucoup sur ces questions. Voilà. Juste une petite... Juste je ne pense pour pas. les systèmes de parenté, Carmen Bernard. que ça change, ce n'est pas grave. Il y a toujours des systèmes de parenté. Ben oui. Et là, toujours et un pourtant, père la et langue espagnole, quand il parlait espagnol prime, c'était quand même toujours, il venait de l'oncle maternel. Bon, alors ça veut dire peut-être quelque chose. Peu importe. C'est toujours, quelle que soit la société. Vous voyez ? Juste ajouter un petit mot pour vous, justement. Si vous tenez à creuser un petit peu sur la question de monothéisme, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question des autres religions, hein, là. Donc, il est peut-être mieux de commencer avec Mauss, qui a commencé avec la question de mana, et il a été développé avec Claude Lévi-Strauss, évidemment, pour aller jusqu'à Lacan, comme vous dites, Lacan, oui. Mais Lacan, il a commencé à dire dans notre système monothéiste, en disant que c'est le nom du Père. Vous voyez la question du nom du Père et le Père, patriarche, le Dieu et tout ça. Juste un petit point, si vous cherchez à bien comprendre dans un système de société où il n'y a pas le monothéisme, ce concept, oui. Bien sûr, ils sont un système où il y a le manque, il y a quelque chose qui manque, et à ce moment-là, tout savoir ne peut pas exister. Donc, il y a une manière de situer la pensée pour remplir ce manque, essayer de faire quelque chose avec ce manque. Mais dans n'importe quelle société, il y a le manque. C'est ça qui nous permet de situer religion, morale ou d'autres rituels ou des rites. Il faut voir comment ça... Il faut écouter les patients quand ils disent quelque chose, comment ils situent par rapport à leur propre manque, vous voyez. C'est comme ça on situe, voilà. Juste une petite remarque. Antoinette Molinier. Oui, vous parliez de ce que vous avez observé dans les Andes et de ce que vous pouviez trouver dans Freud, peut-être pour comprendre ce que vous avez observé.
vous parliez aussi de monothéisme et vous disiez que Freud s'intéressait, quant aux religions, il s'intéressait presque exclusivement au monothéisme. Je crois, si vous voulez, que l'erreur de méthode, c'est de dire j'étudie la religion dans les Andes, j'étudie des batailles rituelles qui ont une connotation religieuse puisque les gens se battent dans un but sacrificiel, et de se dire, bon, je vais chercher dans Freud ce qu'il dit sur la religion. Oui. Et ça va me servir pour comprendre la religion de ce que je vois dans les Andes. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut procéder, que Freud parle de monothéisme ou pas. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que totem et tabou, quand on en est à la horde, ce soit du monothéisme. C'est plutôt une genèse vers le monothéisme, mais en tout cas pas une étude sur le monothéisme. Je pense qu'il faut, non pas en quoi Freud peut m'éclairer pour étudier la religion des sauvages, entre guillemets, mais plutôt quels sont les instruments que je peux trouver dans l'ontogénèse, qui est quand même le sujet fondamental de Freud, pour étudier une collectivité, le fonctionnement d'une collectivité des rituels, par exemple. Et alors là, on fait des sortes d'analogies, comme je disais tout à l'heure, entre des actes rituels inconsidérés qui n'ont rien à voir avec la règle, tout ce qui se passe dans les marges, tout ce qui est dit et surtout fait, parce qu'ici on parle tout le temps d'oralité, mais les gens ne font pas que de l'oralité, ils font aussi des choses, il y a des actions rituelles, ils ne font pas que parler, raconter des contes, raconter des rêves, raconter. La culture, c'est pas raconter ad infinitum. Hein. Mais je pense que la méthode, c'est plutôt de chercher des instruments en faisant cette sorte d'analogie dans Freud que l'on peut utiliser dans l'étude de la culture considérée, vous voyez. Et je crois que prendre certains faits rituels comme des lapsus, des oublis ou des rêves peut servir énormément à chercher une cohérence entre tout ce qui se passe dans les marges, étudier les marges et pas le rite ou le mythe officiel tel qu'il est présenté par les informateurs. C'est un peu comme la micro-histoire, c'est-à-dire s'intéresser oui. Surtout les marges. Oui, les marges, ouais, c'est tout à fait intéressant. Mais justement, des fous du rituel. Je crois qu'une société de tradition orale, elle ne fait pas que parler. Hein. Il y a des tas de choses. Ah, il me semble, oui. Mais on agit. Ils bercent et ils chantent. C'est ce que je me suis dit, oui. Mais oui. Et ils font des choses avec leurs mains, c'est très important. Ils sont dans la matière. Hein. Et nous, c'est fini. Donc c'est nous qui sommes peut-être dans l'incapacité de comprendre ce qui est cette culture matérielle que nous avons perdue. La culture matérielle, c'est une expression qu'aiment beaucoup les anthropologues. Oui. Hein. Mais il faut mettre de l'ordre un petit peu. Il faut mettre de l'ordre. Mais sauf que c'est d'abord des signifiants. Peut-être, sans doute. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé, excusez-moi. Mais... Non, on n'est pas bien avancé, parce qu'il faut les mettre au travail et notamment repérer quelles sont les techniques d'apprentissage dans une société qui n'est pas dotée de l'écriture. Je vous remercie pour ce débat. Je vous remercie parce que c'est un débat très riche, intéressant. En tant qu'équatorienne, c'est quelque chose qui me touche énormément aussi. Alors, j'étais surprise d'entendre Mathias Charmak, c'est que justement, quand il est passé par l'Équateur en 1991, donc il a fait effectivement des échanges autour de comment il pouvait lire lui-même la question des Andes et du signifiant un, du signifiant maître. La question du et qui m'ont paru tellement, à l'époque, difficile à comprendre que je commence à peine à déchiffrer les effets. Oui. Et je voulais vous poser la question par rapport à la question de l'oralité, puisqu'effectivement, comme vous disiez, il y a besoin d'une perte pour que ça s'organise. Et moi, je me posais la question, comment les effets dans la société métisse, pas la société indienne, mais la société métisse qui est traversée effectivement par ce double, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais dans la question où une partie, dans la construction de la subjectivité, une partie de ce qui a été
pas reconnu par un discours officiel, peut insister justement pour ne pas aider dans la construction de cette perte. Et à la place, il peut y avoir effectivement quelque chose qui est comme une présence mortifère dans la subjectivité des métis. Mais bon, c'est un débat, c'est une question, mais je vous remercie pour pouvoir ouvrir ce débat aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Extrêmement actuel, parce que pour des raisons de simplification du propos, on parle de société, rationalité écrite ou orale, mais on a parfaitement raison, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Il n'empêche qu'actuellement, ce à quoi on assiste, c'est des phénomènes quand même assez compacts de globalisation, et que une société qui serait complètement traditionnelle, je ne vois pas trop où on les trouve. S'il ne veut pas dire que ce n'est pas l'objet d'étude, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il me semble que ce sont un petit peu, moi je suis assez d'accord avec Goudy, Jacques Goudy. Il y a comme ça un certain nombre de comment dire, Gistrate, c'est pas terrible. Ce que j'essaye de dire, un peu maladroitement, c'est une question toute bête, c'est à quoi les gens sont-ils attachés? Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, qui va rester de la rationalité d'une tradition orale aujourd'hui? Des questions comme ça, moi, que je trouve importantes. En tant que psychanalyste, les gens que je rencontre, ce sont des gens qui sont dans des phénomènes de mouvance, de mutation, de traduction d'eux-mêmes dans des systèmes hétérogènes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, pur jus, pur sucre. Ben non. Et ce qui n'exclut pas, justement, que nous ayons des questions fondamentales à nous poser sur qu'est-ce que c'est que le corps de l'être parlant. Voilà. Et ça, c'est une question fondamentale. Elle n'est pas réservée aux psychanalystes, elle n'est pas réservée aux anthropologues. C'est sur cette question-là qu'on peut parler ensemble. Oui. Moi, j'ajouterais juste un mot, parce que ça a été évoqué tout à l'heure à propos des techniques de soins traditionnels. La question de la sorcellerie, c'est quand même tout à fait intéressant de se demander si l'efficacité létale de la parole est la même dans toutes les sociétés et qu'il y a des conditions qui sont réunies qui font que, pour reprendre le texte de Mauss, de l'effet physique sur l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité, vous avez des gens qui meurent de ce qu'on appelait autrefois la mélancolie à issue rapide, dont on rencontre des équivalents aujourd'hui en psychiatrie avec la catatonie, et qui sont connus, et on sous-estime complètement, et pour revenir sur ce que disait Olivier, sur l'effet des signifiants sur le corps. Oui. La sorcellerie, c'est efficace. Bien sûr. Oui, parce que c'est pas... C'est ce qu'évoque un peu Freud dans le tabou. La sorcellerie, c'est pas la menace de mort, c'est l'arrêt de mort. C'est l'arrêt de mort, oui. Et il faut toujours faire des détours. C'est-à-dire que pour comprendre... Pour supporter de pouvoir y comprendre quelque chose sur l'arrêt de mort, moi je suis passé par Blanchot. Il faut toujours faire des détours. Mais... Pour juste une petite digression concrète, c'est que la sorcellerie, c'est toujours quelqu'un qui a fait une soupe, qui a fait une cuisine, que l'on ne peut pas refuser et dont on sait que peut-être elle sera mortifère. Mais il y a toujours à la base, je pense, d'Équateur. Hein. Moi, je prends de ce que j'ai vu. Et donc, il y a aussi, c'est pour reprendre ce que dit Antoinette, la cuisine joue un rôle très important dans ces affaires-là. Et ça paraît un peu trivial, mais c'est fondamental. Non, c'est important. Oui. Et à quoi on assiste aujourd'hui dans les mondes qui se croient civilisés, c'est une autre. Le rapport au préjudice n'est pas le même que dans la sorcellerie. Oui. Pour ça, je crois que ce débat sur l'oral, l'écrit implique de considérer qu'est-ce que c'est que la justice, vraiment. Mais, il y a des choses tout à fait étonnantes, par exemple, au Cameroun. Le gouvernement, l'Église catholique, l'État français au moment de la colonisation, les Britanniques au moment de la colonisation, ont condamné la pratique de ce qu'on appelle les autopsies vernaculaires. L'autopsie vernaculaire, c'est quand quelqu'un décède, si on a un doute quant au fait qu'il ait été un sorcier ou qu'il ait été victime de la sorcellerie, qu'il ait travaillé à son insu sur une plantation occulte, eh bien on le prend à l'écart du village
et on lui ouvre le ventre du pubis jusqu'à la pomme d'Adam, jusque sous le menton, et il y a toute une sémiologie des organes. Hein. Et c'est par ce biais-là, donc la question du corps, de l'imaginaire, qu'on statue sur la vérité de ce que nous on appellerait un sujet. Ce qui est quand même une toute autre manière de penser les choses. Et on pourrait croire qu'avec l'introduction de l'écriture, avec la colonisation, ces pratiques, ce soit résorbé. Ben, c'est le contraire qui se passe. C'est comme s'il y avait une espèce de socle que, à certains égards, la colonisation n'a pas entamé. C'est-à-dire aujourd'hui, on assiste à une recrudescence de ces pratiques. Et aussi en mettant l'écriture, en mettant en relief l'écriture, ça fait en même temps fixer les lois et fixer le texte en tant que tel. Hein. Le texte est devenu quelque chose tellement fondamental. Hein. Une fois le texte est devenu presque fondamental, à ce moment-là, la possibilité de la malléabilité ou de changement a été un peu arrêtée à un moment donné. Hein, c'est ça. Donc, l'écriture orale, ça donne la plus de possibilités aux lettres, hein, déjà incrustées, qu'on ne peut pas changer. Voyez. Donc, ça fait toujours, ça donne aussi incitation à faire des commentaires et des commentaires et des commentaires, tout en gardant le texte comme base. Hein. Dans l'écriture orale, ça change à travers le compteur. Voilà. Il y a un changement aussi dans la culture, comment ça se transmet de génération à une génération. Et ça aussi, ça compte en même temps. Une dernière question, oui. On a parlé un peu d'efficacité symbolique. Et mais on n'a pas tellement parlé, disons souvent on parle en termes de sens, de représentation, c'est-à-dire la tradition orale et la subjectivité, etc. Mais moi, ce qui serait intéressant aussi de voir, ce sont les effets de la tradition orale sur l'efficacité symbolique, ou la tradition orale comme condition pour que l'efficacité symbolique fonctionne. Ça, c'est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Et si on ne connaît pas, justement, les traditions orales locales, un psychanalyste qui débarque, il ne va pas comprendre grand-chose, justement, aux effets d'efficacité symbolique. Et le problème aussi, c'est qu'il y a aussi des problèmes de traduction et c'est des problèmes très, très compliqués. Et évidemment, si on ne comprend rien à la langue, on est complètement paumé et on va interpréter n'importe comment. Ce que je voulais dire, enfin oui, alors, ce qui me gêne aussi un petit peu dans le titre, par exemple, qui est tradition orale et processus subjectif, on part toujours du présupposé que, disons, tout est subjectivité, mais disons qu'il n'y a pas de rapport entre la subjectivité et le corps. Pourquoi on parle jamais de problèmes psychosomatiques ? Et donc, l'efficacité symbolique, elle touche sans arrêt à des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire des problèmes subjectifs, certes, mais qui sont complètement, disons, intégrés dans le corps et qui ont des conséquences sans arrêt sur le corps. Donc, disons, la question, c'est la tradition orale là-dedans. Qu'est-ce que, disons... Est-ce que vous considérez qu'on doit l'étudier dans ses effets par rapport à ces processus qui ne sont pas des processus uniquement subjectifs, mais par rapport à des processus psychosomatiques? Oui, parce que ça, souvent, on le met complètement à l'écart, tout ça. Non, mais justement, on n'a pas du tout mis ça à l'écart, puisque quand on a parlé de sorcellerie, c'est de ça dont on a parlé, c'est-à-dire quel est l'effet sur le corps de la parole, hein. Simplement, l'appellation phénomène psychosomatique, on ne sait pas très bien ce que c'est. Je veux dire, c'est une mauvaise manière de désigner les choses, je pense. Et ça renvoie toujours, néanmoins, à une subjectivité. C'est-à-dire que c'est l'effet d'une parole sur un sujet. Et pris dans certaines conditions, ce sujet... peut considérer que, d'une certaine manière, ce que je dirais, c'est que dans la tradition orale, alors, si vous voulez qu'on jargonne, je vais jargonner un peu, mais je vais essayer d'éviter de jargonner. C'est-à-dire, on peut
soutenir l'idée, au fond, que dans une société de tradition orale, eh bien, ce que les psychanalystes appellent la castration, c'est-à-dire la mise à distance de l'objet par le langage, c'est-à-dire la rupture de ce rapport de plein pied avec les choses, c'est-à-dire le mot tue la chose, pour paraphraser le philosophe. Eh bien, dans une société de tradition orale, cette opération, elle est efficace, elle joue un rôle, mais elle joue d'autant plus un rôle que ça se fait au sein d'un groupe. Et qu'à partir du moment où une parole de bannissement est prononcée, ça peut justement entraîner, c'est ce que Mauss dit dans son texte, des effets physiques sur l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité. Le type, il est en parfaite bonne santé, et pour reprendre l'expression, la pensée 114 de Pascal qui dit « il faudrait être fou pour vouloir être fou par un autre tour de folie, entendez que celui du groupe auquel vous appartenez ». Eh bien le type, et c'est ça que Mauss appelle l'enchantement, c'est-à-dire il va vouloir tellement rester membre du groupe auquel il appartient qu'il va prendre pour lui ce que dit le groupe qui doit advenir dans le cas où on a transgressé un tabou, c'est qu'il faut mourir. Et que dans ce genre de société, eh bien effectivement, si l'opération de la castration, c'est-à-dire la mise à distance de l'objet, qui permet aux grandes fonctions vitales de fonctionner, si elle est remise en cause par le bannissement, ça provoque la mort. Or, dans nos sociétés, ben, même quand vous croisez une bohémienne à qui vous refusez de tendre votre main pour qu'elle vous lise les lignes et qu'elle vous dit « tu seras maudit jusqu'à la 3e génération », vous y pensez éventuellement jusqu'au lendemain si vous êtes un peu superstitieux, et on espère que vous passez à autre chose. Oui, aussi la question moi, de... Ah oui, peut-être. Oui, oui, ce qui m'étonne, c'est que vous parliez exclusivement de sociétés à tradition orale, parce que des phénomènes comme ceux qu'on vient d'évoquer, des phénomènes de magie, des phénomènes même de sorcellerie, existent bien évidemment dans des sociétés à tradition écrite, et évidemment, pour ne pas citer le christianisme, n'est-ce pas? Oui, non, mais ça c'était évident, disons. J'ai pas du tout dit que je parlais pas non plus des sociétés écrites. Hein. Quand je parle de société orale, évidemment, il y a aussi la même chose chez nous. Hein. L'efficacité symbolique, elle fonctionne aussi chez nous. Hein. Bon, c'était pas du tout je pensais que vous parliez de l'efficacité symbolique de la tradition orale. Oui, j'ai pris cet exemple, mais j'ai pas dit que ça n'existait pas, il n'y avait pas d'efficacité symbolique dans les autres traditions qui ne sont pas uniquement orales. C'était pas non plus un présupposé implicite. Juste, je vais ajouter juste quelque chose quand vous parlez de psychosomatique. Moi, je pense qu'il vaut mieux de situer comme ça, parce que la tradition orale aussi, ça prend en charge le travail du symbolique. Donc, efficacité symbolique, ça existe. Il y a des moments où ça chute. Il n'arrive pas, le sujet n'arrive pas à tenir. Et aussi quelque chose qui a raté dans la parole. À ce moment-là, évidemment, le corps prend en charge. Hein? Donc, ce qui n'a pas pu passer par la parole, c'est le corps qui prend en charge. Aussi, je pense que c'est aussi le corps, ça prend aussi dans notre subjectivité. Hein? Donc, c'est ça, il n'est pas exclu, la tradition orale n'est pas exclue. Pour revenir au texte de Lévi-Strauss, dit celui de l'efficacité symbolique, il est peut-être utile de rappeler, je ne sais pas si les anthropologues seraient d'accord avec ça, que Michel Perrin a parfaitement démontré que la langue en laquelle parlait la guérisseuse ou la sorcière, la patiente n'y comprenait rien. Absolument. Donc il ne s'agit pas d'une imposition d'un sens, mais d'écho d'un dire. Exactement. Tout à fait peut-être important à rappeler, c'est pas toujours le sens qui guérit, et parfois le sens rend complètement dingo. Oui, dans un monde où tout a du sens, il faudrait mieux de prendre la poudre d'escampette. Merci beaucoup. Juste pour revenir et conclure avec la table ronde, pour revenir sur le titre « Tradition orale et processus subjectif », bien sûr, il y a eu un débat, des discours, des échanges et très riches, mais surtout des gens, des corps parlants qui étaient là pour aborder cette discussion. Merci à tous. Merci à vous.